Alors bonjour et bienvenue dans la troisième partie de cette conférence dédiée au stress et au burn-out. Je suis Jeanne Mouvira, chercheur indépendant, coach, conférencière et la créatrice du premier programme intégral sur le stress et le burn-out au travail. Dites-moi, saviez-vous que vous aviez un GPS qui vous indique votre chemin et qui est capable de vous apporter la sérénité et l'excellence dont vous avez besoin ? Si aujourd'hui je suis bien, si j'excelle dans le métier que je fais, si ma vie a un sens, si je suis vivante tout simplement, c'est parce que je suis à ma place. Vivre en désaccord avec ce qu'on est, ça conduit au stress et au burn-out. J'aurais dû intituler cette vidéo « Comment Léopold a sauvé ma vie ». Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire incroyable d'un paysan africain qui m'a sauvée quand j'étais au plus mal et qui est à l'origine du programme intégral sur le stress et le burn-out. Mais avant ça, laissez-moi vous faire un résumé des vidéos précédentes. Dans la première vidéo de cette conférence, nous avons vu que l'adrénaline, l'hormone du stress par excellence, paralyse votre vie à votre insu. Vous vivez en adrénaline sans le savoir depuis peut-être des années et les dégâts sur votre santé, aussi bien mentale et émotionnelle que physique, sont hallucinants. Je vous ai donné beaucoup de détails qui vous aideront à mettre le mot stress ou burn-out sur des sensations, même quand les symptômes n'ont à première vue rien à voir avec le stress. Je vous ai expliqué comment des peurs inconscientes et conscientes peuvent mettre votre carrière en danger. Dans la deuxième vidéo, je vous ai parlé d'un sujet très douloureux pour les familles qui ont vécu ça, le suicide. Quand on est en adrénaline, la pire des choses à faire, c'est de s'entêter à vouloir prouver qu'on est compétent parce que ça aggrave la situation plus qu'autre chose. Dès qu'on sait qu'on est en état de stress, il faut s'arrêter, lâcher prise, il faut déconnecter des dossiers, aller faire un tour pour permettre en fait à l'adrénaline de baisser, sinon ça désorganise le fonctionnement du corps en perturbant entre autres le centre du jugement dans le cerveau, c'est ce qui peut conduire au suicide. Dans cette troisième vidéo, je vais vous parler de mon histoire avec le burn-out et par quel chemin je suis passée d'une vie de loser, brisée, malade et malheureuse à la femme sereine, utile et en bonne santé que je suis devenue. Tout ça grâce à Léopold, un paysan africain qui n'a jamais quitté son village. Sans lui, ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui et pourtant, rien n'aurait pu présager que c'est lui qui allait sauver ma vie et par ricochet sauver des centaines et des centaines d'autres. Écoutez cette histoire jusqu'au bout, elle va vous révéler pourquoi ça ne va pas dans votre vie. Donc, j'ai eu mon burn-out au moment où tout semblait être parfait dans ma vie. J'étais au sommet de ma carrière en Belgique et tout d'un coup, tout s'est écroulé comme un château de cartes. Je n'ai pas compris ce qui se passait. C'était violent, j'étais malheureuse et impuissante. Avec du recul, je sais que j'aurais pu me suicider si je n'avais pas pris la décision de démissionner et de retourner en Afrique. J'avais honte de ne pas être à la hauteur dans mon travail. J'étais vraiment perdue. Ce retour en Afrique, à la case départ, allait être un voyage initiatique pour réapprendre à vivre. Parce que j'étais une loque, épuisée dans mon corps, malade dans ma tête et pas loin d'être alcoolique. Je faisais semblant de vivre, je ne savais plus qui j'étais ni pourquoi je me levais le matin. Je vais juste vous résumer mon parcours pour vous donner le contexte de ce qui va suivre. Quand Léopold me sauve la vie, il ne m'avait plus vue depuis plus de 20 ans. D'après les nouvelles qu'il recevait de moi, il me croyait très riche et heureuse quelque part dans le monde. La vérité était tout autre. J'avais quitté mon pays natal, le Burundi, à l'âge de 20 ans pour aller étudier à l'étranger. J'ai eu mon diplôme de pharmacien d'abord en 1988 et puis je me suis spécialisée au fur et à mesure pour avoir au final 4 diplômes universitaires dans le domaine médical. Donc, des diplômes, j'en ai eu. Mais à chaque nouveau diplôme, au lieu de me réjouir, je me sentais mal. Je n'avais pas l'impression d'acquérir une expertise ou d'être plus intelligent qu'avant. Je me retrouvais toujours avec les mêmes doutes et les mêmes questions. Les questions qui tournaient en boucle dans ma tête, c'était « mais qu'est-ce que je sais faire au fond? C'est quoi le sens de ma vie ?» En fait, malgré mes diplômes, j'avais toujours un sentiment de vide intérieur et d'incompétence. Je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas heureuse alors que j'avais tout ce qu'il fallait pour réussir ma vie. Avec du recul, je sais aujourd'hui pourquoi j'étais comme ça. C'est parce que je n'étais pas à ma place. Le métier de pharmacien me donnait un statut et une reconnaissance sociale, mais je n'étais pas du tout heureuse. Vendre du médicament, ça a été la pire expérience de ma vie. Je ne croyais pas en ce que je faisais.
Avec les années, mon mal-être n'a fait que grandir. J'ai fini par vendre mon affaire. Et de petits contrats à contrats de consultance dans le domaine médical, j'ai avancé par la force de ma volonté jusqu'à arriver au sommet de ma carrière à la Commission à Bruxelles. C'était un poste prestigieux, bien payé avec beaucoup d'avantages. Je représentais la Commission européenne dans les conférences internationales. Je côtoyais les grands du monde médical. Tous les indicateurs de la réussite étaient au vert. Sur le papier, j'avais réussi. Mais tout ça, c'était une façade. Encore une fois, l'histoire se répétait. J'avais tout pour être heureuse et la vérité, c'est que j'étais malheureuse, encore une fois. Je vivais H24 dans la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur. Dans les réunions, je tremblais quand il fallait prendre la parole. C'était un cauchemar. J'étais tellement mal que je n'ai pas vu comment j'ai glissé vers l'alcool. J'ai commencé à boire pour noyer ma peur, un verre de vin le week-end, ça me détendait. Et puis ça a été 2 verres, puis 3. Et puis j'ai commencé à boire en semaine et à la sortie du travail. La suite, je n'ai même pas envie d'en parler parce que j'étais pathétique. Cette histoire va durer 4 ans. 4 ans où j'ai senti que ma vie était en train de partir en vrille. Je ne maîtrisais plus rien, je ne dormais plus. Mais de l'extérieur, personne ne pouvait se douter de ma souffrance. Personne n'a vu que je sombrais. J'avais élaboré en fait des stratégies de camouflage tellement énormes, les gens autour de moi ne voyaient que du feu. Ils me trouvaient sympa, généreuse, inspirante, parce que je pétais la forme. Je plaisantais tout le temps, alors qu'au fond de moi, tout ce que j'avais envie, c'était de disparaître. Je voulais que tout s'arrête. Heureusement, grâce au conseil d'un ami qui me voyait dépérir et à qui j'ai fini par avouer mon mal-être, j'ai décidé de démissionner. À mon boss, j'ai juste dit que je rentrais pour servir mon pays, que l'Afrique avait besoin de moi. Je suis partie, en fait, la tête haute. Et puis, j'arrive en Afrique, en héros. Même si certains de ma famille désapprouvent mon choix de démissionner, je suis aux yeux de beaucoup l'eurocrate, celle qui a réussi et qui se paye même le luxe de démissionner pour revenir servir son pays. Je suis à ce moment seule à savoir que je suis loin de ceux qui m'avaient fait partir il y a 24 ans. J'avais des diplômes, certes, j'avais de l'argent, mais à l'intérieur, j'étais une coquille vide, je me sentais seule et perdue. J'avais honte. Alors, je me suis enfermée chez moi. Pendant des mois, j'ai dormi. C'est tout ce que je savais, c'est tout ce que j'étais capable de faire. Les premiers temps, je n'osais pas sortir et puis, petit à petit, j'ai commencé à aller faire mes courses toute seule, à traîner dehors, à papoter avec des gens que je n'avais plus vus depuis des années. La vie reprenait tant bien que mal. Et puis, un jour, sans que je sache pourquoi, je me suis réveillée avec une folle envie de retourner sur la colline de mes ancêtres, le village natal de mon père. Quelque chose me disait que je dois faire ce voyage. Je sentais que, comme un aimant géant qui m'attirait. Mais j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose parce qu'en cas de pépin, il n'y avait ni réseau ni cabine téléphonique dans ces montagnes. J'étais angoissée, mais en même temps, je sentais que je devais y aller. Alors, malgré ma peur, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'y suis allée. Et c'est ici que commence l'incroyable histoire des découvertes qui vont changer ma vie. Donc un beau matin, je prends la voiture, je quitte le brouhaha de la ville et je commence la montée des collines. Le village est à 60 km à 1900 mètres d'altitude. Sur la route, j'admire. Les paysages sont à couper le souffle, il y a des montagnes magnifiques, c'est beau, c'est vert, c'est coloré. Je vois des paysans qui cultivent leurs champs sur des pentes tellement escarpées que je me demande comment ils font pour tenir debout. Sur la route, il y a des femmes et des enfants qui vendent des bananes et des fruits de la passion. Ça me rappelle mon enfance. Je suis émue de voir ce spectacle de vie, de gens qui vivent et qui rigolent, qui ne se prennent pas la tête et qui vivent tout simplement. Je découvre un autre rythme de vie, rien à voir avec le tourbillon de Bruxelles ou de Paris. À l'approche du village, mon cœur commence à battre. Je me demande, mais comment vont être les retrouvailles? Parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venue voir ma famille. Que sont-ils devenus? J'y allais pendant les vacances quand j'étais enfant. J'y suis retournée de temps en temps jusqu'à mon départ pour l'étranger. J'avais alors 20 ans. Quand je reviens au village, j'ai 44 ans. 24 ans se sont écoulés.
J'arrive sur la colline et le premier que je vois, c'est Léopold, mon cousin que j'ai toujours adoré. Il n'a pas changé. Les retrouvailles sont très chaleureux, il est ému aux larmes, on s'enlace, on ne se lâche plus. Le père de Léopold, c'était le grand frère de mon père. Quand mon père a pris le chemin de l'école, son frère, lui, est resté au village dans la pure tradition des ancêtres. Et mon cousin Léopold a fait la même chose que son père. Il est resté au village pendant que moi, je traversais les continents pour aller chercher un avenir meilleur. Donc quand j'ai quitté le Burundi, je n'avais même pas pris la peine de lui dire au revoir. Pourtant, je l'aimais beaucoup. Il était sûrement insignifiant dans mon plan de réussite. Je pense même qu'à cette époque, je devais le plaindre, le pauvre, lui qui n'avait pas eu, comme moi, la chance d'aller à l'école. Et quelques années plus tard, j'étais de retour à la case départ, plus pauvre que lui. J'avais beaucoup de diplômes, un compte bancaire garni, mais j'étais en burn-out, malade et malheureuse. En fait, j'avais traversé 3 continents, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, pour revenir 24 ans après sans avoir obtenu ce que je suis allée chercher, la réussite et le bonheur. Comme dirait l'autre, tout ça pour ça. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Léopold, lui, il vit très modestement. Il habite dans une hutte traditionnelle avec sa femme et ses 3 enfants. Et tout ce qu'il possède, c'est une vache. Une seule vache. Ce que je vois en arrivant, c'est que les gens sont comme je les ai laissés, pas grand-chose à changer. Ils n'ont toujours rien, mais ils me font à manger en 2 temps, 3 mouvements, avec beaucoup d'amour et de joie de vivre. Je retrouve mes oncles, mes tantes, mes cousins. Tout le village est venu me voir pour me toucher. Je suis la star du village. Léopold, lui, il est excité. Il a fait venir les cousins de l'autre colline et en quelques heures, c'est la fête au village. Je sens beaucoup d'amour. J'ai les larmes aux yeux de vivre une chose pareille après mes années de galère et de solitude dans la grisaille belge. Ce qui se passe à ce moment est absurde. Ils sont tous heureux et honorés par ma présence parce que je suis une des leurs qui a eu des diplômes et qui a réussi sa vie. Ils sont loin d'imaginer dans quel état je me trouve et ils ne peuvent pas se douter un seul instant que c'est eux qui allaient sauver ma vie. Quand je les regarde, je ne peux pas m'empêcher de m'interroger. C'est quoi le sens de ma vie? Qu'est-ce que je suis allée chercher si loin? Je suis allée chercher le bonheur et il est là devant moi à l'état pur. Je vois des gens sereins, souriants, des gens heureux d'être ensemble et chacun à sa place. Pourquoi moi je suis perdue? C'est la question que je n'arrête pas de me poser. Quel est le secret de leur bonheur? Comme dans le voyage en terre inconnue, je décide de venir régulièrement au village et de partager le quotidien de Léopold et de ma famille paysanne. Je voulais apprendre à être heureuse et sereine comme eux. Je voyais en eux, en fait, le modèle de ce que je désirais le plus au monde. J'avais soif de sérénité. Si par bonheur, j'arrivais à chasser tout ce qu'il y avait dans ma tête et que j'arrivais à apprécier la vie comme ils le font si simplement et naturellement, mon intuition me disait que le reste allait être facile. Alors j'ai commencé à les observer, je voulais tout savoir. En fait, mon métier de chercheur venait de commencer. Un jour, Léopold et moi, on était assis au sommet de la colline où sa vache avait l'habitude de paître. On a commencé à parler. J'ai regardé Léopold et je lui ai demandé « Dis-moi Léopold, pourquoi es-tu heureux? T'arrive-t-il de te sentir perdu de temps en temps ?» Il m'a regardé comme pour me dire « Quelle drôle de question !» Il a attendu quelques minutes, il a souri et il m'a demandé « Mais est-ce que toi, tu es heureuse ?» C'était comme s'il avait appuyé sur un bouton. J'ai éclaté en sanglots comme une petite fille. J'ai oublié la jeune pharmacienne eurocrate qui faisait semblant d'être quelqu'un depuis des années. Pour la première fois de ma vie, je me suis mise à nu. J'ai ouvert mon cœur à Léopold et j'ai vidé mon sac. Je lui ai tout raconté. Mon mal-être depuis des années, mes maladies, mes problèmes de travail, mes divorces, mon penchant pour l'alcool et plein d'autres choses que je ne pensais pas trimballer dans mon gros sac à problèmes. Je parlais, je n'arrivais plus à m'arrêter. Et quand j'ai eu fini, il avait ses bras sur mes épaules et il y a eu un silence. Un silence que je n'oublierai jamais. Je me sentais apaisée d'avoir tout déballé et d'avoir une écoute d'une qualité aussi exceptionnelle. Toute sa réponse était dans ce silence et dans la pression des bras sur mes épaules.
Il n'a rien dit sur le chemin du retour, mais j'étais OK avec ça. Le soir, assis autour d'un feu, en train de manger du maïs, il a commencé à me raconter ma vie d'enfant, quand je venais passer des vacances chez le grand-père. Te rappelles-tu de ci et de ça? Parmi tes frères et tes sœurs, tu es celle qui venait régulièrement au village et qui nous apportait beaucoup de joie. Tout nous faisait rire, tu aimais danser pour ta grand-mère. Et il a continué à me dire qui j'étais quand j'étais petite, avec des détails déconcertants. Je riais, je pleurais. Tu étais quelqu'un de bien, tu aimes les gens, tu as toujours voulu le bonheur des autres. En l'écoutant, des images me revenaient, des moments de bonheur avec mes cousins, avec une tante qui m'apprenait à chanter des comptines traditionnelles, des images, des sons, des odeurs se bousculaient dans ma tête. Je revoyais la petite fille pleine de vie et insouciante que j'étais. Ça faisait du bien. Je n'avais plus eu d'émotions pareilles depuis très longtemps. Avant de quitter le feu et d'aller dormir, il m'a demandé de me lever, il m'a tenu les mains, il m'a fixé dans les yeux et il m'a dit « Cette Jeanne pleine de vie est toujours en toi. Elle est là et il en sera ainsi jusqu'à la fin de ta vie. À toi de l'écouter et de la laisser s'exprimer. » J'ai senti que ce qu'il me disait était vrai, c'est difficile à décrire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai compris que j'avais une chance de m'en sortir. Je savais d'instinct qu'il y avait des choses qui m'ont éloignée de ce que j'étais, mais je n'avais aucune idée de ce que c'était. L'énigme était de taille, mais au moins j'avais un challenge à relever, au lieu de passer mon temps à ruminer mes échecs. Avec du recul, je comprends maintenant pourquoi l'envie de revenir au village était irrésistible. C'est ça que j'allais chercher. Il avait tout consigné dans sa mémoire, il savait tout sur moi en détail. J'avais la chance d'avoir sa mémoire intacte parce que la mienne ne se rappelait plus de rien. Je ne savais plus qui j'étais et je pensais que je ne valais rien. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir, ce que j'ai découvert est tout simplement hallucinant. Les révélations de Léopold, simple paysan qui n'a qu'une vache, vont changer votre façon de voir la vie. Donc, j'ai continué à poser des questions à Léopold, aux médecins du village, aux sages de la communauté, on les appelle les Bashinganahe, ce qui veut dire les gardiens de la loi. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre que les choses n'avaient pas besoin d'être dites. Elles se vivaient dans une synchronicité et une spontanéité troublantes. Un moment faisait place à l'autre sans qu'il y ait de fausses notes. Chacun était à sa place et jouait sa partition en accord avec les autres. C'était vraiment beau à voir. Au fil du temps, j'ai compris pourquoi ces gens étaient fiers et heureux. Toute leur vie, en fait, partait de l'intérieur. Chacun donne quelque chose de lui sans qu'il ait besoin de faire des grands discours. Chacun sait ce qu'il doit faire pour lui ou pour sa communauté. Quand je les interrogeais, tous me répétaient que la vie devait avoir un sens, sinon c'était la mort de tout. Tout le monde avait une raison personnelle de vivre, mais chacun avait aussi une raison collective de vivre. Et puis vint le moment clé qui va me donner le déclic de tenter une reconstruction de ma vie. C'est Léopold qui m'invite à nouveau sur le sommet de la colline. Nous sommes plus détendus que la première fois. Je ne pose plus de questions, je suis prête à écouter ce qu'il a à me dire. Et à un moment, il prend un air plus grave et il me dit « Tu sais, ma chère Jeanne, je t'ai écoutée et je pense savoir pourquoi tu n'es pas bien. Ici, dans notre monde traditionnel, nous avons eu de nos parents et de la communauté un signal pour passer de l'enfance au monde adulte. On peut appeler ça un rite d'initiation. Il m'a raconté la discussion qu'il a eue avec son père le jour où il a reçu sa part de terre qui marquait le début de sa vie d'adulte. Avec cette terre, il recevait la bénédiction, la permission et la responsabilité de vivre désormais selon ses désirs. Il devait désormais faire des choix seul et en assumer les conséquences. Et il a continué à me raconter ce que représente la terre dans sa vie. C'est la terre qui donne la vérité et le rythme de la vie, me dit-il. C'est la terre qui nous récompense pour nos efforts quand on a bien travaillé. C'est la terre qui nous guide dans nos choix de vie. C'est en fonction de la terre qu'on fait des plans d'avenir. Sans la terre, ma vie n'aurait pas de sens. Je serais en train d'errer comme un vagabond dans les bistrots de la ville. Et il a continué à parler de la coutume et du sens de la vie au village. Et voici pour résumer ce qu'il m'a raconté et qui a bouleversé mon existence pour le restant de ma vie. Quand on a une terre à cultiver, tout doit être planifié.
Tu dois faire le point de ce que tu possèdes, tes semences, ta force physique, la superficie de ta terre, et tu dois avoir une vision claire de ce que tu veux récolter en fonction de tes besoins. Une fois que ta vision est claire, tu passes à l'action et tu le fais en respectant la mère nature. Les carottes, les choux, les patates, le haricot ont chacun leur propre agenda. Ils ne poussent pas tous de la même façon, ni à la même période. Tu dois en tenir compte. Je vais planter du haricot et des choux parce que c'est notre alimentation de base, me dit-il. Si je décide de planter des carottes, ça sera parce que je sais qu'en les vendant, je pourrai payer la scolarité de mes filles et que je vais avoir quelques sous pour m'acheter du sel et du sucre. Tout ça doit être planifié en fonction de mes besoins et de mes moyens. Quand vient le temps de la récolte, me dit-il, tout le monde est content. Tout paysan est heureux quand il peut voir le fruit de son travail. Nous avons une gratitude immense et nous remercions Imana, qui veut dire Dieu dans ma langue. Donc nous remercions Imana de nous avoir épargné des catastrophes qui auraient pu anéantir nos efforts et provoquer des famines. Quand les choses se passent bien, comme je l'ai prévu, je suis heureux, je suis fier de donner le meilleur de moi-même. Ça fait de moi un homme, modeste certes, mais un homme. Ce qui me rend heureux, me dit-il, c'est cette liberté que j'ai pour faire des choix. J'ai la liberté et la responsabilité de décider de ce qui est bien pour moi et pour ma famille. Quand mes choix ne sont pas bons, je dois sans cesse les revoir et faire en sorte qu'ils aillent dans le sens qui me procure un épanouissement. Et quand j'ai fait ce qu'il y a à faire, je peux alors passer le reste de mon temps à contempler la beauté d'un lever du jour au sommet de la colline avec ma vache. Je vis la vie comme un cadeau de chaque instant. Voilà ce qu'il m'a dit. Et puis, il s'est mis à réfléchir, il y a eu un silence, un long silence, et il m'a posé la question. Et toi, qu'as-tu semé pendant tout ce temps où tu étais à l'étranger? Où sont les fruits qui devraient te rendre heureuse et fière de toi? Je n'avais pas de réponse. Ce qui te manque, c'est quoi, me dit-il? C'est la terre. Comme tu n'as pas de terre, tu n'as aucun guide, tu sèmes au hasard dans l'air et tu récoltes ce qui ne te rend pas heureux. Tu n'es pas obligé de vivre dans les mêmes conditions que moi pour être heureux, me dit-il. Retourne dans ton monde et apprends à y vivre en suivant les mêmes secrets, ça devrait aller. Ma langue maternelle est très imagée. Il faut être un initié pour décrypter tout ce qui se dit. En écoutant Léopold, ma tête ne comprenait pas tout, mais quelque chose en moi captait le sens. Je savais que je devais tenter de reconstruire ma vie et que c'était possible. Il me fallait imaginer que j'ai une terre et que sur cette terre imaginaire, faire exactement ce qu'il fait, faire des choix qui me rendent utile et heureuse. Pendant tout le temps où il me parlait, j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a du bon sens ce type? Comment est-ce qu'avec tous mes diplômes, ces milliers de kilomètres que j'ai parcourus, comment est-ce possible que je ne sois pas capable d'utiliser ma tête pour penser à avoir le bon sens de Léopold? Tout ce qu'il me disait était violent de bon sens. Pas besoin d'avoir fait HEC pour savoir vivre. Je venais d'avoir, en fait, le premier mode d'emploi de la vie. Mais ce que je vais découvrir par la suite est aussi important. En les observant, j'ai constaté qu'il y avait une division des tâches suivant les habilités de chacun. Cette division se faisait instinctivement, le plus souvent. Par exemple, Léopold détestait prendre la parole et faire les discours lors des cérémonies traditionnelles. Il était plus à l'aise dans l'organisation des événements, alors que son frère aîné était un orateur né qui avait un plaisir jubilatoire d'aligner des mots, de citer des proverbes et de manier des métaphores comme personne. En observant ces gens, chacun avait un rôle qui lui revenait presque de droit et qui lui convenait. Toutes ces tâches qu'ils occupaient leur donnaient une place et une utilité dans la communauté et ils en étaient très fiers. Si pour une raison ou une autre, le frère aîné n'était pas là, Léopold tremblait rien qu'à l'idée de prendre la parole en public. Il s'agitait dans tous les sens, il perdait confiance en lui, il transpirait. En fait, il avait les mêmes symptômes que j'avais quand j'étais à la Commission européenne et que j'étais perdu. Pourquoi n'était-il pas bien? Pourquoi ne se sentait-il pas à l'aise de parler en public? C'était par rapport à une référence interne propre à lui. Dès qu'il n'était pas dans son rôle inné, il n'était pas compétent. Il n'était même pas légitime puisque la communauté explosait de rire quand il commençait à bégayer.
alors qu'il suffisait qu'il soit à sa place dans l'organisation des événements pour le voir motivé, heureux et à l'aise comme un poisson dans l'eau. Ma première découverte d'une longue série dans ma recherche sur le burn-out fut de découvrir qu'il y a une intelligence de vie dans chacun de nous et que c'est elle qui nous donnait le sens de la vie. Mon grand-père maternel avait l'habitude de me dire que l'erreur que les anciens ont commis, c'est d'avoir laissé leurs enfants aller à l'école sans leur dire de n'y puiser que les choses qui allaient améliorer leurs conditions de vie. Il disait que l'école a brouillé le bon sens des enfants, que l'école les a éloignés de leurs origines et du sens de leur vie. Jusque-là, je n'avais pas mesuré la profondeur du message. Et si le burn-out était le résultat de l'errance sans objectif qui était ma vie ? Qu'avais-je fait jusqu'ici ? Je suis entrée dans ma vie d'adulte avec mes peurs et mes angoisses de l'enfance. Je n'ai pas eu, comme Léopold, un rite de passage de l'enfance à l'âge adulte, histoire de remettre le compteur à zéro. Par la suite, j'ai suivi mes études sans trop me poser de questions, sans vision claire de ce que je voulais en faire. Grâce à Léopold, je venais de comprendre que tout était faussé dès le départ. C'est pour ça que j'étais en adrénaline depuis longtemps. Je n'avais jamais fait de réel choix, ni me poser des vraies questions. J'ai suivi les autres et le résultat était là. J'avais 44 ans, épuisée mentalement, émotionnellement et j'étais malade. Ma vie n'avait aucun sens. J'avais gravi tous les échelons. Je suis allée à l'école, j'ai eu des diplômes prestigieux, j'ai eu un bac plus 12, j'ai occupé des postes prestigieux avec des salaires à en faire envier plus d'un. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant, j'ai tout fait. Mais il y avait un grand mais. Je n'avais pas choisi cette vie. Je n'ai fait que suivre le pas des autres. C'est pour ça que ma vie n'était qu'une succession d'insatisfactions personnelles et professionnelles. À quoi me servaient tous les diplômes que j'avais amassés si déjà le diplôme de base de pharmacien ne m'apportait aucune satisfaction ni aucune fierté? À quoi je servais? À amasser de l'argent? Pour en faire quoi? Sortir au restaurant? Boire de bonnes bouteilles de vin? Rouler dans de belles voitures? Voyager, parader et faire semblant d'être heureuse? Est-ce que c'est ça la vie? C'est pourtant ça la vie des milliers de gens sur cette planète. Heureusement, beaucoup sont fatigués de tourner en rond et commencent à s'interroger sur le sens de tout ça. Nous ne sommes pas sur Terre pour être de vulgaires consommateurs de biens matériels. Nous sommes ici pour réaliser des grandes choses qui nous tiennent à cœur. Donc il fallait tout reprendre à zéro, me poser les bonnes questions avant de faire quoi que ce soit. La tâche était immense, je ne savais ni ce que j'aimais, ni ce que je voulais devenir, par où commencer. C'était le début d'une longue quête de moi-même. Comme je n'avais pas de coach, j'ai donc activé mon coach interne. J'ai suivi mon instinct. J'ai commencé mes recherches en lisant beaucoup. J'ai revisité mes cours de physiologie pour comprendre ce qui s'est passé dans mon corps. J'ai lu des centaines de bouquins de développement personnel, bouquins que je méprisais parce que je pensais que c'était fait pour les illuminer et déconnecter de la réalité. J'ai appris beaucoup de choses, au point de vouloir en faire un métier. Petit à petit, j'ai eu quelques clés qui m'ont permis de faire mes premiers pas vers de nouveaux métiers autres que le médical. C'est ainsi que je me suis retrouvée à faire du journalisme sans aucun diplôme. Pendant 2 ans, j'ai été correspondant de France Télévisions. Je faisais des reportages télé pour France O et TV5. Je me suis découverte en fait des habilités et des talents innés dans le domaine. J'ai découvert à ce moment que tout ce qui touchait à la communication faisait partie de moi depuis toujours. Je ne le savais pas. Bien sûr, je ne vous raconte pas la gueule du premier reportage. C'était vraiment la catastrophe. Mais j'avais un plaisir à le faire. Au bout du 10e reportage, tout a commencé à aller super bien et j'ai eu même les félicitations du rédacteur en chef à Paris. En faisant ce métier de journaliste, hyper stressant pour toutes les règles, les détails et les délais de diffusion à respecter, j'ai découvert d'autres sensations. Le stress que je ressentais n'avait rien à voir avec ce que j'avais connu auparavant. Là, c'était une excitation. Je me réveillais avec une motivation extrême, curieuse de savoir quel sujet j'allais tourner. J'allais tourner dans des zones de conflit armé. J'adorais ça. J'étais payée au lance-pierre, un salaire de misère, mais ça m'importait peu. Je me sentais revivre, je pouvais travailler des heures et des heures. La fatigue que je ressentais était bonne. Je ne sais pas comment vous le décrire, je n'avais aucune tension dans mon corps. J'étais fière de moi, je rencontrais et discutais avec beaucoup de gens. Je n'avais plus peur, j'avais tout le temps des choses à dire.
Et puis, j'ai laissé ma vie évoluer au gré des opportunités qui se présentaient. De journaliste, je suis passée à formatrice. J'enseignais comment parler en public aux cadres et aux dirigeants. Et puis, je suis devenue la spécialiste incontournable de la communication. Tout le monde voulait m'avoir. À un moment, je me suis même engagée en politique. Tout ça, je le faisais sans aucun diplôme. C'était à la force de mon intelligence innée que je décrochais contrat après contrat. Tout ce que je touchais se transformait en succès, à rien à voir avec mes échecs d'avant, alors que j'avais un bac plus 12. En l'espace de 2 ans, j'étais devenue une autre personne. Indispensable, sereine, compétente, fière de moi, et ma vie avait un sens. Grâce à qui? Grâce à Léopold. Alors la question qu'il faut se poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui fait la différence entre moi et Léopold? Pourquoi était-il heureux? Pourquoi est-il heureux? Pourquoi sa vie a un sens alors que la mienne était frustration et maladie? Pourquoi? Ce que je suis sur le point de vous révéler est choquant. Ce que j'ai découvert en observant pendant presque 2 ans ma famille restée au village, c'est que n'ayant pas été formatée par une éducation orientée vers la réussite matérielle et n'ayant pas été à l'école, ces gens vivent rythmés par une intelligence instinctive émergeant de l'intérieur. Cette intelligence leur permet de faire des choix individuels basés sur leurs besoins et leurs envies. Ça leur permet aussi de jouer des rôles spécifiques qui cimentent la cohésion du groupe. En fait, ils ont gardé intact le mode d'emploi de l'espèce. Comme chez les fourmis, tout est organisé et chacun a un rôle à jouer. Ce qui organise leur vie, c'est une intelligence transmise depuis des siècles et des siècles, de génération en génération. Ce sont des règles et des lois intemporelles qui sont inscrites dans l'ADN de l'humain. Quand mon grand-père me disait que l'école nous a fait perdre le bon sens, il parlait de cette intelligence instinctive qui œuvre pour maintenir l'harmonie dans nos vies. C'est cette intelligence que j'ai étudiée et décortiquée pendant plus de 5 ans parce que je savais d'instinct que la solution du burn-out et des maladies liées au stress se trouvait là. Rappelez-vous dans les 2 premières vidéos, quand nous avons peur, c'est le cerveau qui réfléchit, qui est déconnecté pour nous permettre de fuir. En fait, c'est cette intelligence innée qui est coupée. Pour la plupart d'entre nous, elle a été désactivée depuis nos premières peurs de l'enfance. C'est pour ça qu'on a du mal à faire des choix. Toutes les références internes qui font de nous un être unique et singulier, toutes nos compétences innées, tous nos talents, tout ça est désactivé. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on vaut, on ne sait pas comment faire pour vivre. Nous sommes comme des zombies, c'est la peur qui nous guide. Donc, c'est l'absence de l'intelligence innée qui bouleverse le fonctionnement de notre corps. Cette intelligence est notre système de navigation interne, c'est notre GPS. Si ce système est connecté, votre vie est harmonie. S'il est déconnecté, c'est le stress et le burn-out. Le stress, c'est quoi? Le stress, c'est vivre déconnecté de qui nous sommes. C'est de ne pas être à sa place et faire semblant d'être heureux alors que rien ne va. C'est se lever le matin sans savoir pourquoi on se lève. C'est avancer dans la vie sans faire des choix qui nous conviennent. C'est subir la vie au lieu de la créer. C'est en vouloir au monde entier pour ses échecs alors qu'on ne sait pas soi-même ce qu'on veut. C'est vivre pour plaire aux autres. C'est tout ça qui fait que nous sommes malades. Léopold et tous les autres qui vivent avec si peu, dans des conditions souvent difficiles, n'ont pas les maladies que nous avons. Le médecin du village avec qui j'ai analysé pendant un moment la santé de ces gens m'a fait ce constat. Il n'y a pas de maladies liées au stress dans ces populations. Pas de diabète de type 2, pas d'hypertension, pas de maladies cardiovasculaires, pas de dépression, pas de vieillesse prématurée. En les regardant, on est frappé par leur jeunesse et leur énergie. Il n'y a que les vieux qui sont vieux et qui ont des cheveux blancs. Et ceux-là, ils ont plus de 70 ans pour commencer à avoir des signes extérieurs de vieillesse. Chez les autres, il n'y a pas de rides, il n'y a pas de poche sous les yeux. Ils n'ont pas le petit gros ventre typique des gens stressés. En nous connectant à notre intelligence innée, nous retrouvons le bon sens et la santé. Comment vivaient nos grands-parents, nos parents? Tout simplement en suivant leur instinct. Léopold a été accompagné par sa famille et sa communauté pour entrer dans sa vie d'adulte. Un jour, il a entendu son père lui dire « Tu es prêt, mon fils, je suis fier de toi, voici ta terre, sois un homme ».
Pour le reste, il s'est débrouillé pour inventer sa vie en faisant des choix basés sur son cadre de référence interne et son intelligence innée. Tandis que moi et tous ceux qui se sentent perdus et au bord du burn-out, nous sommes le résultat de la programmation du monde moderne. Nous vivons pour plaire aux autres, nos objectifs personnels sont flous, nous suivons des règles préétablies par la société sans nous poser la question de savoir si ça nous convient. À la fin du parcours, nous ne savons plus qui nous sommes. L'insatisfaction, la contrariété, les compromissions deviennent notre mode de vie. Combien de gens, des actifs en pleine capacité de travailler, des seniors et même des jeunes, combien sont-ils à se retrouver en marge de la société alors qu'ils ont les diplômes qu'il faut? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Allez à l'école et votre réussite sera garantie. Moi, je l'ai fait. Vous l'avez fait. Est-ce pour autant que votre vie est incroyablement belle? En fait, sans le savoir, nos parents et l'école ont brouillé notre système de navigation interne. Nous n'avons aucune idée de nos compétences innées, de nos talents et de nos désirs les plus profonds. Tout ce qui constitue notre capital pour avancer dans la vie est désactivé. C'est comme ça que nous avons perdu notre instinct inné de choix et de décision. L'école, comme elle est conçue, nous coupe de qui nous sommes. Elle tue nos rêves, elle tue notre bon sens et elle casse nos ambitions. Ce qui est grave, c'est qu'on y entre souvent avec enthousiasme et qu'on en sort avec des doutes sur nous. L'école produit chaque année des gens diplômés sans réelle expertise et sans intelligence de vie. Connaissez-vous autour de vous des gens qui sont instruits, qui manquent de confiance et qui n'arrivent pas à planifier intelligemment leur vie? Des gens qui se retrouvent sur le carreau alors qu'ils ont des diplômes, des gens qui rasent les murs au lieu de s'affirmer dans la société alors qu'ils ont passé 15, 20, 25 ans sur les bancs de l'école. Connaissez-vous des gens comme ça, qui sont prêts à travailler dans des conditions pas possibles, qui acceptent des salaires de misère, qui troquent leur liberté contre des félicitations de chefs qui au fond ne suivent que leurs propres objectifs? Ces gens, vous les connaissez. C'est vous, c'est moi. C'est la jeune génération qui commettront les mêmes erreurs si rien n'est fait. Nous sommes le fruit d'une vision dépassée et inadaptée au siècle dans lequel nous vivons. Le XXe siècle pouvait se suffire de vos prestigieux diplômes, ce n'est plus malheureusement le cas. Vous et moi, nous subissons de plein fouet une transformation profonde et n'attendez pas que ce soit les responsables de l'entreprise qui vous prennent par la main pour vous accompagner dans ces changements. Eux-mêmes ont peur, comme vous. Et pour gagner cette course folle, ils vous veulent, vous, oui vous, multitâches, bulldozers et robots pour faire les tâches de 10 personnes à vous tout seul. Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible d'être 10 personnes en une. C'est pourtant ce qui vous attend et c'est ce qui est en train de faire des dégâts dans l'entreprise. Pour éviter ça, pour vous imposer et ne pas être malmené à jouer les remplaçants à coups de pression inavouable, vous devez vous reconnecter à votre GPS et cultiver vos talents pour devenir l'homme ou la femme indispensable qui dicte ses règles. Le 21e siècle veut des gens bien dans leur peau, des gens visionnaires et à un talent spécifique, capables de dire « voici ce que je sais faire et je suis le meilleur », des gens capables d'amener la passion et l'innovation au sein de l'entreprise, des gens solides et flexibles, capables d'anticiper tous les bouleversements économiques et sociaux de notre siècle, des gens qui ont le pouvoir de dire non au patron parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans les valeurs et dans l'entreprise. Et ça, vous êtes capable de le faire. Peu importe votre âge, votre profession actuelle ou vos échecs dans le passé. Vivre la vie de l'intérieur, comme c'est prévu par la nature, c'est plus facile que ce que vous avez fait jusqu'ici. Ceci m'amène à vous annoncer que vous êtes une personne unique et que vous avez un potentiel inné qui ne demande qu'à exploser. Non seulement vous êtes unique, mais le monde attend votre vision. Vous avez reçu dans votre ADN une intelligence qui fait de vous un maillon indispensable dans la chaîne de la société. Votre intelligence innée est le moteur de votre vie. Elle est la seule chose qui peut faire revenir à la normale les taux d'adrénaline et de cortisol d'une façon définitive. Parce qu'à partir du moment où vous avez votre GPS, plus rien ne peut vous faire peur. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à avancer et à être heureux dans votre travail, voici les différentes hypothèses. Soit vous manquez de confiance en vous, et ce peut-être depuis votre enfance, et vous êtes tétanisé par tout ce qui est nouveau. Soit vous n'êtes pas à votre place et vous vous sentez incompétent malgré vos diplômes,
Ou alors, et ça je le vois souvent, vous êtes à votre place, mais vous ne le savez pas. Et vous n'osez pas vous affirmer, perdant au passage tout intérêt aux yeux de votre hiérarchie. Dans tous les cas, sachez que le mal-être que vous vivez n'est pas anodin. Il vous indique que vous êtes en adrénaline et que vous devez tout faire pour en sortir, pour éviter le burn-out et toutes les maladies liées au stress. Est-ce que vous voyez la différence de vie que j'ai pu avoir en changeant de stratégie de vie ? Dans le premier parcours, j'ai suivi le modèle imposé par la société. J'ai fait tout ce qu'il fallait et ma vie n'a été qu'une succession d'échecs et de frustrations. Quand Léopold m'a pris par la main et qu'il m'a donné le mode d'emploi pour prendre ma vie en main, j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. J'ai tracé un nouveau chemin, cette fois-ci en me posant toujours les bonnes questions avant de poser un pas devant l'autre. Je me suis servi de mes compétences innées et de mon expérience pour réinventer ma vie. Résultat, en l'espace de 10 ans, je suis devenue une autre personne. Je n'aurais jamais pu imaginer que je deviendrais la spécialiste du stress et du burn-out. Certes, j'ai travaillé très dur pour y arriver, mais ça a été un plaisir à chaque instant. Même aujourd'hui, je n'en reviens pas de la facilité que j'ai pour avancer dans ma vie. Tout est fluide, tout s'enchaîne avec une facilité déconcertante, parce que je suis enfin sur ma route. Rien à voir avec les 30 ans de galère où j'avais l'impression de nager à contre-courant. C'est en remettant de l'ordre dans ma vie, en fait, que j'ai commencé à constater que je n'avais plus d'efforts à faire. Une fois mon GPS en marche, les choses ont commencé à fonctionner comme il faut. Mais je dois vous avouer que ça n'a pas été simple de modéliser tout ce qui m'a permis d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui et de créer des outils que je pouvais transmettre aux autres. J'ai testé plusieurs techniques dans mes coachings pendant plus de 2 ans avant de trouver la formule qui fonctionne chez tous mes clients. C'est comme ça que j'ai pu identifier les 3 leviers dont vous avez besoin pour reprendre le contrôle de votre vie professionnelle et personnelle une fois pour toutes. Tous les outils que j'utilise dans mes coachings en entreprise pour aider les chefs d'entreprise, les cadres et tous ceux qui vivent dans la confusion professionnellement, tous ces outils, je les ai regroupés dans une formation que j'ai appelée Adrénaline Off ou ADL Off. En d'autres termes, c'est le même programme que j'enseigne en entreprise ou en coaching individuel qui sera pour la première fois en version électronique. Ce qui m'a poussé à créer cette version en ligne, c'est parce que tous mes clients me disaient qu'il fallait que tout le monde accède à ces techniques. Mais en plus de ça, je sais combien il est difficile à quelqu'un d'avouer qu'il n'est plus à la hauteur professionnellement. Il y a toujours une grande connotation négative autour du burn-out. Donc l'idée de la formation en ligne, c'est de vous permettre de régler votre problème en visionnant des vidéos de cours chez vous, à la maison, en toute discrétion. Vous avez un souci au travail, vous passez un week-end à regarder les vidéos et vous arrivez le lundi au travail, la tête tranquille sans que personne ne se soit aperçu de rien. Les outils que vous allez découvrir ont permis à des centaines et des centaines de personnes de sortir de leur stress chronique et de leur burn-out et de retrouver la confiance et la performance au travail. Ça a marché pour eux, ça marchera aussi pour vous parce que c'est un programme conçu après 5 ans de recherche par quelqu'un qui a vécu la même chose que vous. C'est ici que se termine la conférence sur le stress et le burn-out. Je vous avais promis qu'elle se fera en 3 parties. Ça y est, c'est fait. J'espère de tout cœur que vous avez appris des choses qui vont vous aider à reprendre votre vie en main. Peu importe votre métier, médecin, avocat, cadre, chef d'entreprise, artiste, si vous n'êtes pas bien professionnellement, si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, si vous vous sentez perdu et épuisé, inutile de vous épuiser encore plus. Vous pouvez changer votre vie maintenant, il suffit de le décider et de faire le premier pas vers votre transformation. Et maintenant, dites-moi juste en dessous de cette vidéo, avant de quitter cette page, ce que vous inspire tout ça. Pensez-vous au terme de cette conférence que comprendre le processus du stress est important et pourquoi? Quel est le problème numéro 1 auquel vous allez vous attaquer en priorité? Si vous ne réglez pas votre problème, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Que sera votre vie dans 5 ans, 10 ans, 20 ans si vous ne changez rien aujourd'hui? Quelle personne allez-vous être? Que se passerait-il dans votre vie si vous étiez enfin à votre place? À bientôt.